Ce qu'il faut retenir concernant la circulation extracorporelle. La circulation extracorporelle, appelée communément en pratique courante CEC, qui est une abréviation, est un appareil qui permet d'assurer à la fois une perfusion et en même temps une oxygénation tissulaire, même en l'absence de l'activité cardiaque. En d'autres termes, c'est une machine qui va remplacer la fonction du cœur et la fonction des poumons en même temps. Il s'agit donc d'un artifice technique que l'homme a pu développer pour l'utiliser dans les interventions à cœur ouvert. Pour vous simplifier les choses, eh bien, lorsqu'on a à faire une réparation ou une intervention à l'intérieur du cœur, eh bien, ça serait difficile de faire ces interventions sans arrêter le cœur et le vider de son sang. Donc le principe a été de court-circuiter le cœur, et bien sûr, puisque la circulation pulmonaire est reliée à la circulation, à la grande circulation, donc la petite circulation et la grande circulation sont intimement liées, eh bien, ça aurait été beaucoup plus logique d'exclure à la fois le cœur et le poumon. C'est pour cela que cette machine a été inventée et développée afin de pouvoir court-circuiter le cœur et bien sûr en même temps le poumon. Et vous imaginez donc que cette machine ou cet artifice technique aura comme fonction de perfuser le patient et donc remplacer la fonction du cœur et en même temps d'oxygéner son sang et donc de remplacer la fonction pulmonaire. La physiologie cardiovasculaire et l'anatomie du cœur et des gros vaisseaux et des poumons, vous la connaissez, vous la connaissez par cœur. Dans l'aperçu historique, s'il y a une date à retenir, c'est celle de 1952 aux États-Unis, où l'on a essayé de faire une intervention à cœur ouvert en utilisant l'hypothermie profonde généralisée. C'est-à-dire que le but a été de refroidir le malade. Le refroidissement d'un corps va le mettre en hibernation. Donc c'est une sorte de diminution du métabolisme de base. Et par conséquent, on peut, dans des situations très particulières de température, se passer de la fonction du cœur et de réaliser une intervention rapide à l'intérieur du cœur. Cependant, le temps de cet arrêt circulatoire et la durée sont décisifs dans le rétablissement des principales fonctions vitales après le réchauffement du patient et notamment la fonction du cerveau. Puisque le cerveau, malgré le froid, reste un organe qui est très sensible à l'hypoxie. Une deuxième date que je voudrais bien que vous reteniez, c'est celle de 1952, où Gibbon, aux États-Unis, a mis au point le premier vrai modèle de machine de circulation extracorporelle qui est actuellement utilisé. Les développements, le principe restait le même, les développements ont concerné essentiellement l'électronique, les capteurs et d'autres éléments plus ou moins techniques. Alors la circulation extracorporelle, c'est un ensemble, c'est-à-dire que c'est une machine sur laquelle nous allons disposer un circuit. Ce circuit, c'est du consommable, c'est-à-dire qu'il est à usage unique, qu'on va utiliser chez un patient et on va s'en débarrasser après. Donc si vous voulez, la machine, c'est l'ensemble des moteurs qui vont faire tourner des rotors, et ces rotors vont être en contact avec le circuit et donc permettre l'acheminement du sang le long de ce circuit. Alors, un circuit de circulation extracorporelle comprend un certain nombre d'éléments. Il comprend des canules, des lignes ou des tuyaux, un réservoir, un oxygénateur, un échangeur thermique et des pompes. S'il y a une chose que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est ce schéma très illustratif et très simplifié d'un circuit de circulation extracorporelle. Il va vous permettre d'imaginer le fonctionnement de ce mécanisme très ingénieux. Bien. Sur votre gauche, je vous ai mis en bleu
la partie du circuit qui va drainer le sang qui n'est pas oxygéné, le sang bleu du retour veineux. Sur la droite, je vous ai illustré en rouge la partie qui va acheminer le sang artériel oxygéné vers la grande circulation. Donc, le sang est recueilli par deux canules à partir des veines caves supérieures et inférieures et à partir aussi des aspirations, parce qu'il y a des systèmes qui aspirent le sang dans le champ opératoire. Ce sang qui n'est pas oxygéné, donc il est en bleu, va être acheminé vers un réservoir qu'on appelle le réservoir de cardotomie. À partir de ces réservoirs, une pompe va prendre le relais, donc c'est une pompe qui va pousser le sang avec une certaine vitesse et va permettre de générer une pression qui va s'approcher de la pression artérielle. Cette pompe va pousser ce sang à travers deux éléments importants, à travers un oxygénateur qui est une sorte de membrane, c'est une sorte d'échangeur à travers lequel le CO2 va sortir et l'oxygène va rentrer et donc se lier à l'hémoglobine. Et en même temps, cette pompe va pousser ce sang à travers un échangeur thermique dont le but étant de faire varier les températures du sang. Et en général, cet échangeur thermique permet de réchauffer le sang et essayer de l'injecter à une température de 37 degrés. Alors ce sang étant poussé sous une pression, va traverser dans un premier temps un filtre artériel qui permettra de capter les microparticules et les bulles d'air aussi, qui ne devraient pas passer dans la circulation générale, sinon elles seraient létales. Elles peuvent induire des accidents vasculaires ischémiques. Alors ce sang étant poussé sous une pression, va rentrer dans la circulation générale à travers une canule qui est dite canule en général aortique, puisqu'elle est placée au niveau de l'aorte, qui est le vaisseau principal du corps. Et donc, ça va générer une circulation générale avec une pression, avec un sang qui est réchauffé, qui est oxygéné, et donc, elle va pallier la fonction cardiaque, elle va remplacer la fonction du cœur et en même temps la fonction du poumon grâce à l'oxygénateur. Alors, chacun de ces éléments a été détaillé, les canules, la canule artérielle, la canule veineuse, les lignes, le réservoir de cardiotomie, la pompe artérielle. Un point important sur la pompe artérielle, c'est que c'est une pompe qui va générer un débit et que ce débit est variable, qu'on peut le régler. Et ce débit peut aller de 100 ml par minute jusqu'à 8 litres par minute. Tout dépend du poids du patient. Vous imaginez bien qu'un nouveau-né de 3,5 kg ou 4 kg aura bien sûr besoin d'un débit qui est beaucoup moins important que celui d'un gros gabarit de 100 kg. L'oxygénateur, où je vous explique le principe de la membrane semi-perméable, cet oxygénateur va remplacer le poumon. L'échangeur thermique qui permet les variations de la température du sang en utilisant un circuit parallèle à base d'eau, les filtres, et bien sûr le principe de fonctionnement de la circulation extracorporelle. Il vous a, je voulais expliquer en se basant sur le schéma. Un élément à retenir, c'est que avant d'installer une circulation extracorporelle, on donne un anticoagulant qui s'appelle l'héparine. L'héparine est un médicament qui agit sur les voies de la coagulation sanguine. Vous verrez ça en hématologie. Et donc, le but est d'empêcher la coagulation du sang, particulièrement lorsque ce sang sort du corps et va rejoindre un circuit exogène. Le contact du sang avec un circuit exogène va induire une réaction de coagulation immédiate. Donc, le but de l'anticoagulation est d'empêcher cette coagulation du sang au contact des surfaces exogènes et donc le risque
de réinjection de sang coagulé dans la circulation générale, dans l'issue, va être fatale, puisque la présence de cailloux dans la circulation générale va donner des ischémies au niveau du cerveau, au niveau des membres, au niveau des organes. Un autre élément qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement de la circulation extracorporelle n'est pas supervisé par le chirurgien, mais il est supervisé par un technicien de CEC, ou dit aussi perfusionniste, qui travaille en étroite collaboration avec le chirurgien durant toute l'intervention sur le cœur. Un deuxième chapitre qui me semble très intéressant et très important, c'est celui de la protection myocardique. Vous imaginez que lorsqu'une circulation extracorporelle est mise en place, le but étant d'exclure le cœur. Et quand on exclut le cœur, pour exclure le cœur de la circulation générale, il va falloir mettre un barrage au niveau de l'aorte ascendante, ce qu'on appelle un clan. Par conséquent, vous imaginez que le sang ne va plus revenir vers les artères coronaires. Pour pallier à cette situation, qui est très embarrassante pour le cœur, puisque le cœur n'est plus perfusé, eh bien, un artifice a été inventé. En effet, pour protéger ce cœur, il va falloir l'arrêter et en même temps le refroidir. Alors pour arrêter le cœur, rien de mieux qu'une solution très concentrée en potassium qui va entraîner un arrêt cardiaque, vous connaissez ça en physiopathologie. Et pour protéger le cœur, rien de plus simple et plus efficace que le froid. C'est pour cela que des solutions ont été inventées qui sont soit à base de sérum artificiel, soit à base de sang, mais ce que partagent l'ensemble de ces solutions, ce sont la richesse en potassium. Ces solutions sont riches en potassium et c'est aussi le fait qu'elles soient froides à 4 degrés Celsius. La combinaison d'une concentration élevée de potassium et du froid va permettre la protection du cœur durant toute l'intervention chirurgicale. Alors cette solution peut être donnée de 3 manières. Elle peut être donnée directement dans la racine aortique, je vous ai illustré ça sur la figure 17, ou encore directement dans les artères coronaires, ou encore au niveau du sinus coronaire. Dans les deux premiers cas de figure, on parle de voie antérograde. Dans le deuxième cas de figure, on parle de voie rétrograde. Alors, la circulation extracorporelle est un artifice technique qui a beaucoup d'avantages. On l'utilise d'une manière régulière pour réaliser l'ensemble des interventions cardiovasculaires. Néanmoins, comme toute invention, la perfection n'existe pas et par conséquent, un certain nombre de complications ont été notées. Ces complications sont dues au contact du sang avec les surfaces étrangères de la circulation extracorporelle, en plus du risque de coagulation dont nous avons parlé et qui est pallié par l'utilisation d'héparine. Eh bien, ce contact avec les surfaces étrangères va induire une réponse inflammatoire généralisée. C'est une réaction du système immunitaire à l'égard des canules, des lignes du circuit de circulation extracorporelle. Cette inflammation généralisée va rapidement se propager aux différents organes et elle va être source de dysfonction d'organes, notamment une atteinte pulmonaire, une atteinte rénale, une atteinte hépatique, des accidents vasculaires cérébraux. Voilà, donc il faut retenir essentiellement que la circulation extracorporelle est un outil indispensable en chirurgie cardiovasculaire, bien retenir un schéma de circulation extracorporelle et savoir le décrire, et enfin savoir qu'on utilise une solution de potassium et froide et le froid pour protéger le cœur, et enfin que la circulation extracorporelle est pourvoyeuse d'un certain nombre de complications. Je vous remercie.